La TVT au cœur de l'information. Le Covid-19 n'a pas pu empêcher la tenue du rendez-vous annuel de prière et d'action de grâce du peuple togolais. Dans une communion d'esprit avec des chants de louange et d'adoration, l'Éternel a été magnifié cet après-midi. La journée nationale de reconnaissance à Dieu s'est déroulée sous le thème « L'Éternel veille sur le Togo » à suivre dans cette édition. Sur les 50 milliards de francs CFA prévus, le MIFA a pu mobiliser 37. La dynamique de soutien des producteurs est toujours vive. On fera le point tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le rendez-vous annuel d'adoration et de communion du peuple togolais a bel et bien eu lieu cet après-midi et pour la 8e fois consécutive, le corps du Christ a rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits. Le corps du Christ a exprimé sa gratitude à Dieu pour la paix, la sécurité et la stabilité dont jouit le pays. Nous reviendrons sur ce sujet dans le courant de cette édition. Pendant 15 mois, le projet dit de renforcement de l'assise économique et de sécurisation foncière des femmes et des jeunes ruraux des savanes a été exécuté. Le projet a pris fin vendredi et une rencontre bilan a réuni les acteurs. Cette rencontre a permis de partager les résultats obtenus dans 4 cantons et de disséminer les bonnes pratiques. Tchazina Baga. L'ONG Recherche, Appui et Formation aux initiatives d'autodéveloppement RAFIA partage ici les résultats obtenus de 15 mois d'exécution de son projet renforcement de l'assise économique et sécurisation foncière des femmes et des jeunes ruraux de la région des Savanes. L'idée est de capitaliser les bonnes pratiques et de porter à l'échelle régionale et partant à l'échelle nationale les acquis du projet. Dans le cadre de ce projet, beaucoup de femmes ont pu accéder à la terre par des contrats de location, ce qui permet à la femme d'exploiter durablement la terre. Les femmes ont été équipées par une paire de bœufs et des charrues pour la production. Également pour le transport des produits, on a mis en place des ânes avec des charrettes pour les permettre de transporter facilement leurs produits du champ vers les marchés. Les chefs cantons ont été sensibilisés et formés sur le nouveau code foncier domanial qui est très favorable à la femme. Un outil aussi très important pour les chefs de canton et les chefs de village, c'est l'élaboration d'un contrat type pour permettre aux chefs de canton, dans le cadre de la location des terres, qu'on puisse utiliser ces contrats-là pour éviter des conflits sur le foncier. L'autre résultat phare obtenu, c'est la mise en place de 19 associations villageoises d'épargne et de crédit qui ont pu mobiliser plus de 8 millions de francs CFA au 30 novembre 2020. Autant de retombées qui ont eu un impact réel sur la situation économique et sociale des femmes et jeunes agriculteurs dans les zones rurales de Nadjoundi, Poissongui, Kourientré et Sanfatout dans la région des Savanes. Dans notre canton, nous les femmes, on n'avait pas accès à la terre. Mais avec ce projet-là, nos maris ont compris. Quand les femmes ont bénéficié des bœufs, plus les charrues, elles ont vite commencé leur labour. Et actuellement, nous avons beaucoup de récoltes. Cette année, avec les charrettes en zine-là, nous avons transporté nos récoltes en une journée. Le projet renforcement de l'assise économique et sécurisation foncière des femmes et des jeunes ruraux de la région des Savanes est financé par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Togo à travers les fonds, projets innovants des sociétés civiles et coalition d'acteurs PISCA. Le MIFA a pu mobiliser 37 milliards de francs CFA au titre de cette année sur les 50 qu'il projetait avoir. Je vous le disais en titre, le Covid-19 est passé par là. Les fonds mobilisés ont permis de financer et d'accompagner les acteurs du secteur agricole. Eliak Banyandao.
Sur un objectif de financement de 50 milliards de francs CFA, à faciliter au profit de 400 000 acteurs agricoles avec un objectif de 450 000 emplois, le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA a déjà soumis des projets d'une valeur globale de 37 milliards de francs CFA. L'ambition du MIFA, c'est d'élargir l'accès au financement en vue de toucher au bout de 3 années 1 million d'acteurs agricoles et développer de nouveaux produits d'assurance agricole pour le secteur. Aujourd'hui, après les nombreuses visites de terrain, des visites aux différents acteurs bénéficiaires, l'on peut affirmer que le MIFA a de beaux jours devant lui. La transformation structurelle de l'agriculture est plus qu'une réalité. À travers le MIFA, le secteur agricole bénéficie de l'attention des institutions financières nationales et internationales. Grâce à ce mécanisme, une enveloppe de 18 milliards de francs CFA a été mobilisée au profit de 175 acteurs du 10 secteurs, toutes filières confondues, dont 160 000 producteurs, permettant ainsi la création d'environ 220 000 emplois directs et indirects. Rappelons que dans le programme national de développement PND, le gouvernement a fait de l'agriculture un levier de création de richesses, d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Avec le MIFA, c'est vraiment un changement de paradigme. Désormais, on part des besoins ou du potentiel du marché pour organiser les chaînes de valeur nécessaires à la satisfaction de ces besoins. Pour assurer le maximum de financement au secteur agricole, le MIFA change également les règles du jeu. Plutôt que l'État ne mette en place que les lignes de crédit à la disposition des banques pour l'octroi de crédit aux producteurs comme c'est le cas, le MIFA a une intervention globale en identifiant tous les acteurs de la chaîne de valeur ainsi que les difficultés qui empêchent le secteur financier. Une organisation de tous les maillons de la chaîne de valeur avec les solutions idoines aux difficultés identifiées permettra de rassurer chaque acteur et donc de mobiliser les ressources nécessaires au financement des chaînes de valeur. Depuis mi-octobre, le nord du Togo est balayé par l'harmattan. Ce vent sec, frais et poussiéreux souffle généralement de décembre à février du nord vers le sud. Qu'est-ce qui explique la précocité de l'harmattan cette année? Chazmna Baga. Nous voyons que l'harmattan est déjà là. Cette carte météorologique du Togo date du 17 novembre 2020. Elle indique que le front intertropical FIT se positionnait déjà en cette période au niveau de la ville de Sokodé. Les prévisions météo sont claires. L'harmattan cette année est précoce. L'harmattan est déjà là au début du mois de novembre ici à Dapan. Donc nous le voyons ici. Donc Dapan est là-bas, nous voyons déjà que le FIT est déjà là ici. Donc nous voyons déjà les vents du nord-est, qu'on appelle harmattan, sont à ce niveau. On le ressent actuellement plus ici à Dapan. Donc il sera plus long car cette année le vent du nord-est est descendu plus tôt sur le Togo et on va le ressentir jusqu'en février 2021. Or habituellement il souffle de décembre à février. Ça veut dire que l'harmattan sera long. Donc pour cette année, il sera plus sec, chaud le jour et froid la nuit. Il apparaît donc clairement que l'harmattan cette année s'annonce très rude avec des impacts socio-économiques importants. La brume d'harmattan, brume sèche ou poussière, gêne l'aviation en limitant la visibilité. Et au niveau des véhicules aussi, cela va donner une complication au niveau de la circulation et ça va affecter le transport. La poussière transportée par l'harmattan associée aux nuits fraîches fragilise les voies respiratoires, ce qui augmente le risque de développer l'infection de méningite, ce qui sera plus remarquable dans la partie septentrionale du pays. De la partie septentrionale vers la partie méridionale, suivant l'axe nord-est-sud-ouest, l'harmattan continue inexorablement sa descente vers la côte qu'elle va atteindre dans les prochains jours. L'harmattan sera là à Lomé vers fin décembre et sera ressenti jusqu'à mi-janvier. Et durant cette période, le temps sera sec, chaud le jour et froid la nuit, avec de la
poussière en suspension dans l'air. À cause de cette brume sèche qui limite la visibilité, il est conseillé durant toute la période de l'harmattan d'allumer les phares ou les antibrouillards. Il est également indiqué d'éviter l'excès de vitesse en circulation et d'être toujours prudent. Le ministre Audin était dans les plateaux. Il a rencontré le corps enseignant et les artisans. Les échanges ont porté sur les stratégies nouvelles à mettre en œuvre pour réadapter le système de formation professionnelle. Ceci conformément à la feuille de route du gouvernement. Cette feuille de route touche aussi l'artisanat. Écoutons plutôt le ministre. Nous voyons que le secteur est vivant. Le secteur est là. Seulement qu'il y a des actions à mener. Conformément à la feuille de route gouvernementale, nous aurons plus de rigueur. Il faudra regarder de plus près les actions, les filières de formation, renforcer les curricula, innover, intégrer d'autres filières dans notre système de formation et puis voir aussi les techniques, les nouvelles techniques d'apprentissage à intégrer. Les besoins en équipement, en personnel ont été recensés et nous avons reçu également l'adhésion des artisans au projet de société à la feuille de route et leur engagement à accompagner le gouvernement. Le Centre africain d'études supérieures en gestion du Sénégal est appelé à mettre son expertise au service des acteurs de la commande publique au Togo. L'autorité de régulation des marchés publics RMP a signé une convention avec le dit centre, ce qui devrait renforcer l'efficience, l'efficacité et l'intégrité et la transparence dans la commande publique au Togo. Dodo Haré, précision. La commande publique togolaise face à de nouveaux enjeux. L'innovation s'impose à l'autorité de régulation des marchés publics RMP qui a recours au CESAG, un centre régional de renom dans l'éducation à la régulation et à la commande publique. Les deux institutions scellent un partenariat pour gagner le pari et mettre à la disposition du Togo des spécialistes et experts de la commande publique. Avec CESAG, on aura à délocaliser des programmes de formation du MBA en commande publique, de manière à doter les acteurs de la commande publique du Togo de capacités, de solides connaissances et de capacités techniques pouvant leur permettre d'assurer avec efficacité les missions qui leur sont assignées. Une commande publique transparente et performante. Les RMP y aspirent en signant cette convention. 3 grands axes sont ciblés. Le point le plus évident, c'est celui de la formation. Et donc, il y a un effort de recherche appliquée que nous pourrons mener ensemble avec d'autres parties prenantes afin de pouvoir être beaucoup plus efficaces en matière de politique publique. Et il y a enfin le volet d'accompagnement et d'appui conseil qui peut être un transfert de compétences de l'RMP du Togo vers une RMP sœur dans la sous-région. Donc nous essayons de faire en sorte que ces 3 points essentiels de la Convention puissent permettre de développer véritablement les capacités non seulement du Togo mais aussi de l'ensemble des acteurs de la sous-région. Le CESAG va passer dans les prochains jours à l'identification, contextualiser des besoins, évaluer les défis à relever pour une meilleure professionnalisation du secteur. Bientôt sera construite une ligne haute tension de 240 km entre Kara, Mango et Dapan. L'ouvrage permettra de renforcer le nord du Togo en énergie électrique à partir du réseau interconnecté de transport géré par la CEB. Et dans 20 mois, le projet sera effectif. Lucas Sy. Dans 20 mois sera opérationnelle la ligne de transport électrique de 161 kV et de poste de 161 kV sur 20 sur une distance de 240 km. Elle va desservir les zones de Kara, Mango, Dapan, Naki et Mandouri. Financée à hauteur de 52 millions de dollars par Exim Bank of India, les travaux sont exécutés par 3 énergiciens indiens. C'est un projet qui permettra de renforcer la fiabilité du réseau de la CEB dans son ensemble. Parce qu'il va nous permettre d'abord d'interconnecter le poste de Dapan au Togo au poste de Boakou au Ghana. Il va permettre de relier
le poste de Mandouri au Togo au poste de Kompiega au Burkina Faso. Il va permettre de relier le poste de Mandouri au Togo au poste projeté donc au Bénin de la CEB à Porga. Nous avons une mission de maîtrise d'ouvrage, nous avons une mission de coordination, mais nous avons aussi une mission de suivi et évaluation. La construction de cette ligne va contribuer à accroître l'accès à l'électrification des populations du Nord Togo. Notre ministère s'est engagé à assurer 75% de taux d'électrification tout en modernisant le secteur énergétique. De 2, diversifier le mix énergétique en incluant les énergies renouvelables. Ce projet-là, c'est un prérequis pour le lancement des futures centrales qui vont arriver, des centrales solaires dans tout le nord du Togo. Le projet vient boucler le réseau électrique du Togo, le réseau nord-sud, qui permet de couvrir toute l'étendue du territoire togolais. C'est l'une des initiatives menées par le gouvernement pour valider les objectifs de la politique nationale d'électrification qui veut garantir de l'énergie à toute la population d'ici à 2030. 30 inspecteurs de travail ont prêté serment à la Cour d'appel de Lomé. Ils sont issus des cycles 2 et 3 de l'École nationale d'administration ENA. Solange Amande et Yasmine Kodia. La formule du serment, vous jurez de bien et fidèlement remplir vos fonctions et de ne pas révéler, même après avoir quitté votre service, les secrets de fabrication et en général, les procédures d'exploitation dont vous pourriez avoir connaissance dans l'exercice de vos fonctions. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Passage obligé donc pour ces 30 inspecteurs de travail avant leur entrée officielle dans la fonction publique. Issus des cycles 2 et 3 de l'École nationale d'administration, ce serment les confirme désormais dans l'exercice de leur mission. Par ce acte que nous venons de faire, nous nous engageons solennellement devant les autorités compétentes à remplir nos missions selon les règles et notre déontologie. Des sentiments de satisfaction, d'accomplissement, parce qu'un inspecteur du travail sans serment est un inspecteur du travail incomplet. Nous sommes là pour conseiller les travailleurs, les employeurs et maintenant les concilier en cas de conflits individuels et les conflits collectifs et les accompagner en matière d'application des tests en matière de travail. Les obligations ont été rappelées aux impétrants conformément aux tests républicains. C'est un moment solennel où de faire la promesse de bien et fidèlement remplir cette mission qu'incombe aux inspecteurs du travail. Et cette cérémonie solennelle leur donne le pouvoir de faire des mises en demeure et signer des procès-verbaux de conciliation comme des procès-verbaux de non-conciliation. Les inspecteurs de travail sont tenus de s'abstenir de toute forme de corruption. Les actes qui vont à l'encontre des principes liés à leurs fonctions et qui peuvent les conduire à faire face à la rigueur de la loi. Après 45 ans de conflit entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario soutenu par l'Algérie, le président américain Donald Trump annonce la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. À 6 semaines de son départ de la Maison-Blanche, Trump annonce également le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Israël. Augustin Kossi. Cela semble un nouveau coup diplomatique pour Donald Trump. À 6 semaines de son départ de la Maison-Blanche, le président américain reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, une décision jugée contraire au droit international. Le Sahara occidental fait partie dans le système juridique des Nations Unies des 17 territoires dits non autonomes qui sont voués à décider de leur sort. Un dossier qui a une dimension internationale et qui donc exige un consensus international. Tout commence en 1975. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental a été annexé par le Maroc. Soutenu par l'Algérie, le Front Polisario conteste cette annexion. Le mouvement politique armé sahraoui proclame la République arabe sahraoui démocratique. Le Maroc refuse, lui qui contrôle 80% de ce territoire désertique
au sol riche en phosphates. Après 16 ans de tension et d'accrochage, les Nations Unies imposent le cessez-le-feu en 1991. Et depuis 4 semaines, des incidents éclatent. L'armée marocaine fait une incursion au Sahara occidental. Le front Polisario rompt la trêve de 91. Donald Trump fait-il une entorse à la politique classique américaine? L'ONU ne change pas de position après cette annonce. Le front Polisario la condamne dans les termes les plus durs. Une annonce qui ne sera pas sans conséquence sur les relations du Maroc avec son voisin, l'Algérie. Au même moment, les États-Unis annoncent le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Du marchandage ou un joli coup diplomatique. Une normalisation en échange d'une reconnaissance. Tous les termes de transaction sont là. Rabat confirme. Jérusalem félicite un accord historique. Le Hamas dénonce un péché politique. Et Caire salue un pas important pour la région. Pour Donald Trump, il doit y avoir un intérêt derrière ce coup diplomatique. En septembre dernier, Bahreïn et Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations avec Israël sous l'égide des États-Unis. Tous ont un ennemi commun, l'Iran. Mais Maroc continuera-t-il à soutenir la cause palestinienne, lui qui opte pour une solution à 2 États avec Jérusalem-Est comme capitale pour les Palestiniens et la fin de la politique de colonisation d'Israël? En tout cas, ces coups diplomatiques de Donald Trump à 6 semaines de son départ semblent une patate chaude dont Joe Biden va hériter et sur lesquelles il risque de revenir. Retour au Togo. Que faire pour rehausser le secteur de l'artisanat et lui donner son éclat d'antan? L'Union des chambres régionales de métiers du Togo passe à l'action à travers la mise en place de nouvelles stratégies pour une lutte sans merci contre le Covid-19 qui a eu un impact négatif sur les activités. C'était à une rencontre bilan où il s'est agi et pour les acteurs de penser à la promotion du secteur de l'artisanat en vue de maintenir son élan, surtout son apport à l'économie du Togo. Arnold Chiliou. L'Union des chambres de métiers du Togo contextualise les plans opérationnels par rapport à la pandémie de la Covid-19. À cette rencontre bilan, l'UCRM veut asseoir des stratégies efficaces post-Covid-19 pour maintenir l'élan de la promotion de l'artisanat, pourvoyeur d'emploi pour les jeunes. Au départ, chacun évoluait à sa manière. Maintenant que la pandémie est arrivée, ça ralentit toutes les activités. Donc cette assemblée que nous faisons maintenant, une partie, c'est d'encourager les artisans à respecter les causes qui éliminent la pandémie. Le ministre de l'Enseignement technique et de l'Artisanat a invité les délégués à s'inspirer des orientations du Plan national de développement PND dans la gestion et la gouvernance des chambres de métiers du Togo. L'UCRM représente l'instance faîtière des chambres régionales de métiers de tout le pays. Elle est appelée à s'inscrire résolument dans la droite ligne de la politique de développement prônée par le gouvernement en faisant sien les principes de bonne gouvernance, une gestion axée sur les résultats, la promotion du genre, l'inclusion sur tous ces aspects. L'UCRM constitue l'une des réformes du secteur de l'artisanat. Elle a été mise en place en 2016 pour plus de dynamisme et une meilleure coordination des activités de promotion du secteur dans les régions à travers les chambres régionales de métiers. Le secteur de l'artisanat, deuxième secteur pourvoyeur de formation professionnelle et d'emploi des jeunes, fait aujourd'hui face à d'énormes difficultés en raison de la pandémie du Covid-19. Le secteur jadis florissant fait face à une baisse des opportunités. Son apport à l'économie du pays fait appel à une reconsidération de son rôle primordial et de sa contribution au développement. Arnold Kiliou. Les foires et expositions qui constituent des vitrines aux artisans pour faire la promotion de leurs produits ne sont plus d'actualité. Les touristes, qui sont leurs meilleurs clients, se raréfient. La sollicitation au plan national a substantiellement baissé.
La pandémie de la Covid-19 a eu donc des effets négatifs sur l'artisanat. Il faut alors repenser les mesures d'accompagnement des professionnels du secteur. On va discuter avec l'auteur pour qu'il nous aide. Si on sort pour les foires, si on va, tel qu'on a fait la Miato l'année passée, première édition, c'est les présidents qui les ont encouragés et les ont accompagnés. Deuxième secteur pourvoyeur de formation professionnelle et d'emploi de jeunes, l'artisanat contribue à environ 18% au PIB. Les subventions de l'État seules ne sauraient suffire pour soutenir véritablement les artisans. L'UCRM et ses partenaires appellent à une synergie d'action pour la promotion de l'artisanat au Togo. Les institutions comme les chambres de métiers existent un peu partout au monde, mais ils ont des différentes possibilités et attributions. Notre intérêt ici au Togo, c'est surtout de contribuer à ce que les chambres de métiers à la base et les artisans qui sont les membres des chambres de métiers trouvent l'intérêt de travailler. La part du pouvoir public, c'est d'accompagner les chambres de métiers en les mettant davantage dans le bain des différentes décisions. C'est dans tous les domaines, à tous les niveaux. Je prends l'exemple des mairies et je pense que nous sommes dans la bonne philosophie de collaboration entre les chambres de métiers et les mairies. Les mairies étant les institutions légales au niveau de chaque commune, de décider le développement de leur commune, le développement des infrastructures à leur niveau. Tout ça, ça passe par les artisans. Les 165 métiers de l'artisanat occupent plus d'1 million d'hommes et de femmes dans 8 différentes branches d'activité. Les autres secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, le transport et le tourisme dépendent des services de l'artisanat. 5 établissements scolaires dans le Grand Lomé ont bénéficié vendredi de matériel didactique et de protection contre le Covid-19. Un geste de cœur posé par la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Ibrahima Maïmounatou, au nom du chef de l'État. Un accompagnement pour aider les apprenants et le corps enseignant à travailler dans de bonnes conditions. Clarisse Atticlé. Du matériel didactique et de protection contre le Covid-19. La deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et vice-présidente du parti Union pour la République UNIR en a fait don au lycée d'Agouanivé-Est au nom du chef de l'État Foreso Zimnanya Singbe. Il s'agit d'un accompagnement pour soutenir le corps enseignant et également les apprenants qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à la donatrice. Comme le chef de l'État, son Excellence, M. Foreso Zimnanya Singbe, a axé sa politique sur la scolarisation de la jeune fille et sur la promotion de la femme, nous les filles du lycée Agoué-Est comptons beaucoup sur vous pour le soutien de tous les élèves en général et pour nous les filles en particulier dans nos études. Le lycée de Toblekope dans la commune Golfe 4 a également reçu la visite de l'honorable Ibrahima Maïmounatou. En plus de la remise du matériel didactique aux élèves et au corps enseignant, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale les a invités au respect scrupuleux des mesures barrières afin de briser la chaîne de contamination du Covid-19. À l'école primaire publique de Fidopuy, masques, cartons de craie, stylos, crayons, cartons de cahiers, ardoises et globes terrestres ont été mis à la disposition de l'établissement scolaire d'environ 1900 apprenants et 24 enseignants. Après Fidopuy, cap sur EPP Baguida 3, où les élèves et le corps enseignant ont aussi bénéficié de kits scolaires et du matériel de protection contre le Covid-19. Au lycée de Baguida Plantation, ce sont 1200 masques, 5 cartons de craie, 250 stylos bleus, 250 stylos rouges qui ont été mis à la disposition de l'établissement. Ce présent nous sera d'une très grande utilité car il servira beaucoup à nous protéger contre la pandémie à Covid-19 et renforcera le matériel didactique qui existe déjà. Nous, élèves du lycée Baguida Plantation, vous prions de bien vouloir transmettre notre reconnaissance aux plus hautes autorités de notre pays, en particulier le chef de l'État, pour avoir pensé à nous en ces moments difficiles.
Nous vous promettons de faire bon usage de ce don manifeste pour faire rayonner notre établissement. Au total, 5 établissements scolaires ont été visités par Ibrahima Memounatou, qui est ainsi allé exprimer le soutien du chef de l'État aux apprenants et au corps enseignant à l'orée de cette nouvelle année scolaire. Nous avons apporté un appui en matériel didactique et sachant que nous traversons une grande pandémie, alors nous les avons appuyés en masque pour permettre à tous les élèves de rester masqués. Cela a été l'occasion pour nous d'apporter nos encouragements au corps enseignant et à tous les élèves, surtout en ces temps difficiles. Nous leur avons souhaité une bonne rentrée scolaire et une bonne année scolaire et également une bonne année 2021. Dans chacun des établissements scolaires visités par la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, les bénéficiaires ont saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État pour la gratuité des inscriptions aux différentes années scolaires. En début d'édition, je vous le disais, le rendez-vous annuel d'adoration et de communion du peuple togolais a bel et bien eu lieu cet après-midi et pour la 8e fois consécutive, le corps du Christ a rendu grâce à l'Éternel pour ses bienfaits. Et le corps du Christ a exprimé sa gratitude à Dieu pour la paix, la sécurité et la stabilité dont jouit chez le pays. Lui Kassi. Situation particulière, célébration particulière. La nation togolaise exprime sa reconnaissance à Dieu. Instant d'adoration, de louange et d'action de grâce. Le corps du Christ exprime sa gratitude à l'Éternel pour sa protection, sa bonté et sa béatitude à travers des cris d'allégresse et de joie. À cette rencontre spirituelle, on retrouve autorité administrative, traditionnelle et politique pour louer Dieu en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité dont jouit le Togo. Et pour les semaines, mois et années à venir, l'Éternel est prié de veiller sur le Togo. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Je tiens à remercier Dieu pour nos frères qui ont décidé de donner à l'Église l'occasion d'exprimer sa reconnaissance à Dieu en dépit des nombreuses difficultés nées de la situation sanitaire créée par le Covid-19 dans la nation. Et c'est toujours grâce à l'Éternel que notre pays, le Togo, est toujours en place. L'Éternel veille sur le Togo. Que peut-on vouloir et désirer de meilleur pour sa nation? Comme des citoyens et des chrétiens qui aiment leur nation, qu'est-ce que nous souhaiterions pour notre pays? Nous ne pouvons pas nous passer de l'Éternel. Et c'est là toute notre responsabilité et tout notre engagement de recourir à Dieu et demander son secours pour la nation. L'Éternel veille sur le Togo. La journée nationale de reconnaissance à Dieu est à sa 8e édition. Une édition célébrée dans le contexte du Covid-19. Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la télévision togolaise et en présentiel, le peuple de Dieu a suivi la cérémonie en direct et invoqué Dieu à cette occasion pour qu'il ait pitié du Togo en cette période de crise sanitaire. Dieu non seulement nous prête vie,
mais nous accorde sa grâce qui nous délivre de beaucoup de situations. Et particulièrement dans cette pandémie de Covid-19, l'Éternel a fait grâce. Si nous avions connu malheureusement certains morts, nous pensons quand même que Dieu a fait grâce, que ce qui se passait ailleurs ne s'est pas passé chez nous. Et pour cela, nous lui avons dit merci. Le corps du Christ reste encore convaincu d'un avenir radieux puisque le Seigneur continue de protéger le pays et surtout de le garder sous son abri. Et c'est sur cette prière de louange et d'adoration à Dieu que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Mais avant de nous quitter, je vous donne lecture, je vous donne la situation de la pandémie au nouveau coronavirus de ce dimanche 13 décembre 2020. Le nombre de cas confirmés est de 3251. 30 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 2771. 26 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 414. Et le nombre de décès est de 66. Un communiqué du ministre de la Santé, le professeur Moussafa Miji Yawa. Excellente nuit à tous. Je ne voulais pas regarder.